Ah, le Mexique, son guacamole, ses fameux chapeaux, sa tequila et ses nombreuses mafias. Ça fait rêver, non? Mais et si ce pays avait été conquis par la France au 19e siècle? Quoi? Attendez, vous ne saviez pas que la France avait tenté d'envahir le Mexique? Honte à vous! Laissez-moi vous conter cette aventure française peu connue, puis je vous raconterai une histoire alternative où la France réussit sa conquête du Mexique. Au milieu du 19e siècle, la France est gouvernée par Napoléon III, neveu du célèbre Napoléon Ier. Et suite à la victoire de la guerre de Crimée contre les Russes, la France a retrouvé sa puissance, et Napoléon III apparaît comme l'arbitre des disputes européennes. Ce cher Napoléon s'en pousser des ailes, et forme le projet de renverser le président mexicain pour transformer le Mexique en un empire français. Ah oui, le type il est carrément pris la grosse tête, on peut le dire. Mais il faut aussi dire que les Européens commencent à avoir peur d'une récente nation qui devient de plus en plus puissante, les États-Unis d'Amérique. En effet, ils ont récemment conquis les 2 tiers du Mexique. Comme ça, au calme. Et il faut rajouter à ça que les Américains menacent d'annexer les différentes îles des Antilles qui appartenaient aux pays européens, et en particulier Cuba, qui appartient aux Espagnols. En fait, dans l'esprit de Napoléon III, c'était même un véritable barrage qu'il fallait établir devant le déferlement des États-Unis vers le sud, sous la forme d'un état tampon, comme « Ah bah le Mexique, tiens, pourquoi pas ?» Et justement, en 1860, une guerre civile a éclaté au Mexique entre des conservateurs catholiques et des libéraux anticléricaux. Et au même moment, les États-Unis sont en pleine guerre de sécession. Mais c'est parfait, dit Napoléon en se frottant les mains. D'autant plus qu'après le coup d'état des libéraux dirigé par Juárez, le Mexique a arrêté de payer les dettes qu'il devait aux pays européens pour les nombreux emprunts qu'il leur avait faits. C'est le moment d'agir. Ah, c'est nickel, se dit Napoléon. Il envoie donc une petite corps expéditionnelle de 2500 Français juste pour faire pression aux Mexicains. Il est accompagné de 7000 Britanniques et rejoint par 6000 Espagnols qui étaient en garnison à Cuba. Puis il enverra de nouvelles troupes, ce qui fait qu'en 1861, il y a quand même une armée de 10 000 Français sur le territoire, et plus de 30 000 en 1862. 4 000 Belges et pas mal de volontaires autrichiens accompagnent aussi les Français. Ça fait quand même pas mal de monde, et les Anglais et les Espagnols finissent par comprendre que Napoléon veut conquérir le pays et non juste mettre la pression, et donc ils se retirent. Mais les Français n'ont pas besoin d'eux, et l'armée avance tranquillement, prenant toutes les villes se trouvant sur leur chemin, dont Mexico, la capitale du pays. Ils vont capturer des dizaines de milliers de soldats adverses, et ne pouvant bien sûr pas tous les mettre en prison, la plupart vont donc être relâchés, et vont de nouveau rejoindre les rangs des Mexicains au nord du pays. Ouais, je sais, c'est complètement débile comme stratégie, mais bon. D'ailleurs, parlons-en du nord du Mexique. C'est là que se regroupent toutes les forces de Juárez, et le corps expéditionnaire se heurte alors à une guerre peu familière, la guérilla. C'est-à-dire des unités mobiles et flexibles pratiquant une guerre d'embuscade et de harcèlement, mais surtout les Mexicains n'ont pas de ligne de front. Heureusement, le colonel Dupin est là, et il réussit à mettre en place une contre-guérilla aidée par des hommes du pays qui connaissent bien le terrain. Les Français continuent donc leur inébranlable avancée. D'ailleurs, le 3 octobre 1863, Maximilien Ier, archiduc d'Autriche de la famille des Habsbourg, devient empereur du Mexique à la solde de Napoléon III. Napo le connaît personnellement et il apprécie ses qualités. Maximilien dira d'ailleurs à son propos « Quoique l'empereur des Français ne possède pas le génie de son oncle célèbre, il a quand même, heureusement pour la France, une très grande personnalité. Il domine son siècle et le marquera de son empreinte. Ce n'est pas de l'admiration que je lui voue, mais c'est de l'adoration. Waouh, on comprend mieux pourquoi Napoléon III l'apprécie tant que ça, ce type. » Et à ce moment de la vidéo, vous vous dites « Mais attends, pourquoi la France n'a pas réussi sa conquête? C'est quoi qui a raté? Et pourquoi j'ai jamais entendu parler de cette histoire? Attendez d'entendre la suite. » Le 26 mai 1865, la guerre de sécession prend fin, et les États-Unis, de nouveau unifiés, mettent la pression pour que les Français s'en aillent de leur continent. D'ailleurs, la tension avec les États-Unis est très forte, et un affrontement entre les forces françaises et américaines aura même lieu à Bagdad, cité mexicaine frontalière qui se soldera par la prise de la ville par la France. Et en plus, en 1866, les Autrichiens perdent la bataille de Sadova face aux Prussiens. Les relations entre la France et la Prusse se détériorent rapidement, ce qui mènera à la guerre franco-allemande de 1870. Dans cette situation de trouble européen, Napoléon ne peut se permettre de laisser ses troupes au Mexique et rapatrier son armée en France, abandonnant les villes conquises une par une. Oui, je sais, c'est triste. En mars 1867, les dernières troupes quittent le pays et le 19 juin de la même année, Maximilien Ier, l'empereur du Mexique à la solde des Français, est fusillé par les hommes de Juárez. C'est la fin de l'aventure française au pays des cactus.
Mais si Napoléon n'avait pas retiré ses troupes, si la conquête avait continué, comment se serait finie cette histoire? C'est ce que je vous propose de découvrir maintenant. C'est parti. Alors imaginons que Napoléon III, sous la pression de son demi-frère le duc de Morny, encouragé pour des raisons financières, et de son épouse Eugénie de Montijo, qui veut voir se développer l'influence de la France en territoire hispanique, laisse son corps expéditionnel au Mexique. Et ça malgré la menace prussienne en Europe et la pression des États-Unis en Amérique. Eh bien je pense que la France aurait simplement continué à s'étendre. D'ailleurs, dans notre réalité, en 1866, la plupart des grandes villes mexicaines sont occupées par le corps expéditionnel français. Le général Élie Frédéric Forey tentera sans doute d'écraser les résistances mexicaines rassemblées au nord du pays. Même si les Français arrivent à faire de lourds dégâts aux hommes de Juárez et prendre de nombreuses villes, il est très dur de stabiliser la région. D'autant plus que, comme dans notre réalité, les États-Unis fournissent régulièrement des armes et différentes aides aux résistants mexicains. Mais face à la pression de plus en plus forte des troupes françaises ainsi que les actions de contre-guérilla, les dernières forces mexicaines sont acculées dans la péninsule de Basse-Californie début 1868. Et là, vous vous dites, attends, mais pourquoi les États-Unis ils n'envoient pas leurs troupes attaquer? Eh bien mon petit gars, il vient juste de sortir d'une sanglante guerre civile. Andrew Johnson, président des États-Unis, hésite donc à entraîner son peuple fatigué dans une nouvelle guerre. L'armée belge de son côté tente de prendre le contrôle du sud du pays, aidé d'une partie du corps expéditionnel français. Début 1869, tout le pays, excepté la péninsule de Basse-Californie, est aux Français. La péninsule du Yucatan est donnée à Charlotte de Belgique, épouse de Maximilien Ier, empereur du Mexique. C'est une nouvelle colonie pour les Belges, même si elle est gouvernée par Maximilien à la solde des Français. Le général français Élie Frédéric Forey prend alors le gros de ses troupes et tente d'écraser ce qu'il reste de Juárez, mais sans succès. Finalement, l'armée se contentera de fortifier la nouvelle frontière entre l'Empire du Mexique et la région contrôlée par les républicains mexicains. Mais en 1870, un événement va venir tout bouleverser. Napoléon déclare la guerre à l'Allemagne. La plupart des troupes sont rapatriées et seuls 4000 soldats français et 2000 Belges restent en Amérique. C'est une occasion rêvée pour les États-Unis. À la fin de l'année, le président Johnson déclare la guerre à l'Empire du Mexique. Le sud-est du pays est envahi par les troupes américaines, tandis que simultanément, les forces de Juárez débarquent sur les côtes ouest du pays. Les Français sont alors pris entre deux feux et perdent vite du terrain. Bientôt, seul le centre du pays est encore sous domination française, ainsi que le Mexique belge. Finalement, toutes les troupes françaises et belges vont se rassembler dans la péninsule du Yucatan. Mais durant cette retraite, Maximilien Ier est capturé par les troupes américaines, tandis que sa femme arrive à rejoindre le Mexique belge. Maximilien signe la reddition de son empire en 1871. Mais il ne veut pas signer la reddition du Mexique belge car il appartient à sa femme Charlotte de Belgique. Les États-Unis vont prendre possession de toutes les côtes jusqu'à Veracruz, tandis que la nouvelle République du Mexique, dirigée par Juárez, reprendra tout l'ouest. Le Mexique belge reste à la Belgique. La peur de Napoléon III et des puissances européennes de voir s'étendre les États-Unis sur le continent américain se réalise alors. Il a vraiment tout perdu dans cette histoire, le pauvre Napo. Vous l'aurez deviné, dans ce scénario, les États-Unis sont encore plus puissants et grands que dans notre réalité. Mais les tensions entre les Mexicains et les États-Unis seront aussi beaucoup plus importantes, ayant une frontière en commun beaucoup plus étendue. D'autant plus que les Mexicains sont vachement frustrés, ils espéraient que les États-Unis leur rendraient tout leur territoire, mais bon, fallait pas trop rêver quand même les gars. Et le Mexique belge, qu'est-ce qui lui arrive dans l'avenir? Ah, je vous laisse imaginer ça dans les commentaires. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à aimer cette vidéo si elle vous a plu. Vous pouvez aussi jeter un œil à mes autres uchronies. Moi en tout cas, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Adios, amigo!